L'invitation pour le réveillon du Nouvel An cette année n'était pas vraiment une invitation. C'était une déclaration lâchée dans le chat familial comme une pierre. Cette fois, on fête chez ta sœur. Il n'y a pas de place pour toi ni pour les enfants, a tapé ma mère, comme si elle annonçait la météo. Une minute plus tard, ma sœur a ajouté, avec ce mélange de légèreté et d'acidité, mais tu peux toujours venir donner un coup de main, Léo. Laisse juste les enfants à une baby-sitter et fais le dîner comme d'habitude. Mon père a scellé le moment avec son ton habituel, mêlant culpabilité et bonne humeur, et ne rend pas ça gênant, fiston. Tu sais qu'on attend toujours tes cadeaux. Je suis resté un moment à fixer mon téléphone. L'écran brillait, rempli de mots qui ressemblaient à une tradition à laquelle je n'avais jamais consenti. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de continuer à essuyer le comptoir, laissant le silence dire tout ce qu'il ne voulait pas entendre. Je m'appelle Léo. 33 ans. L'aîné de 3, même si parfois j'ai l'impression d'être le parent de tous. Je travaille comme chef, rien de luxueux, pas de nappe blanche ni de salle à manger silencieuse. Juste une petite cuisine nichée dans un marché animé, où flottent les odeurs de pain et de vapeur. J'ouvre avant l'aube, quand l'air est assez froid pour piquer. Je découpe des oignons jusqu'à ce que mes yeux pleurent et que les bords de la planche à découper s'estompent. À midi, mes mains portent le parfum de l'ail, de l'huile et des longues heures passées à travailler. Mes enfants sont le meilleur moment de ma journée. Maya, 7 ans, a une curiosité qui ne cesse jamais de bourdonner. Elle aime regarder les bulles des crêpes éclater et leur donner des noms comme s'il s'agissait d'animaux de compagnie. Ellie, 5 ans, est mon petit voleur, toujours en train de chaparder des tomates cerises dans le bol avec la discrétion d'un cambrioleur de dessins animés. Leurs rires remplissent l'appartement, même quand le frigo est presque vide. Leur mère et moi nous sommes séparés quand Ellie avait 2 ans, et depuis, c'est moi, 2 sacs à dos et une cuisine qui sent le café et les crayons. Chaque matin, je prépare leur déjeuner dans de vieux contenants de traiteur de petits paquets d'amour déguisés en restes. J'écris des étiquettes avec du ruban adhésif et un marqueur noir, ajoutant des messages qui les font rire, Maya pas d'échange contre des carottes flétries, ou Ellie mange ça avant le dessert, espion. C'est ce genre de chaos qui me garde ancré. Dans ma famille, je suis celui sur qui on peut compter. Le pari sûr. La personne qui dit, bien sûr, je m'en occupe, avant de réaliser qu'il n'y a pas vraiment de choix. La fiabilité fait bonne figure sur les photos, elle donne à tout le monde la permission de se détendre. Quand les plans tombent à l'eau, je suis le ciment. Quand quelqu'un oublie d'apporter le plat principal, je suis déjà à mi-chemin du magasin. Lorsqu'il y a une fête, je suis la force invisible derrière les décorations, la liste de courses, les assiettes qui disparaissent de l'évier pendant que tout le monde trinque. La gratitude se manifeste sous forme de demi-blague, tu es incroyable, Léo. Si seulement on pouvait te payer mais bon, on est en famille. Val, ma sœur, a toujours été la favorite. Elle a 29 ans, vive comme une épingle, avec un sourire qui photogénie comme dans une publicité. Son salon semble tout droit sorti d'un magazine de design lumière douce, symétrie parfaite, pas une poussière. Maman l'appelle notre étoile brillante, et tout le monde hoche la tête comme si cela avait une signification cosmique. Parfois, je me demande si maman se souvient que les étoiles brûlent le plus fort juste avant de s'effondrer. Val est du genre à organiser des fêtes où les serviettes s'accordent aux rideaux et où les invités postent des photos de mes plats en pensant que c'est elle qui les a préparés. Avant, ça me touchait. Je croyais que si je travaillais plus dur, cuisinais mieux, souriais plus longtemps, il finirait par me voir autrement que comme le bourreau de travail de la famille. Mais quelque part entre les services matinaux et les histoires du coucher, j'ai compris que je n'avais pas besoin de leur approbation. Je veux juste la paisselle qui sent les pancakes et résonne des rires des enfants éclaboussant du sirop. Alors non, je n'ai pas argumenté dans le chat. Je n'ai pas supplié pour une place à leur table ni rappelé que je les accueillais chaque année depuis mes 20 ans. J'ai simplement prévu mon propre réveillon pyjama, chocolat chaud, peut-être des feux d'artifice si les enfants restent éveillés. Parce que parfois, la famille n'est pas ceux qui partagent votre nom de famille. Ce sont ceux qui veillent après minuit, comptant les bulles dans la pâte et appelant ça une célébration. Et c'est exactement ainsi que Val se porte poli, intouchable, comme une planète emprisonnée dans le verre. Sa présence attire les gens, non pas par chaleur,
mais par cette élégance qui vous fait peur de respirer trop près. Elle est magnétique, et d'une façon ou d'une autre, tout le monde finit par tourner impuissant dans son orbite. Les conversations s'inclinent vers elle, l'attention se plie à son passage, et quand elle parle, la pièce entière se réarrange pour l'écouter. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant que la hiérarchie ne s'installe, avant que les compliments de maman ne deviennent une monnaie, nous n'étions que 2 enfants dans la même cuisine. J'étais le plus calme, le garçon qui préférait remuer la pâte plutôt que construire des cabanes, qui pensait que l'odeur des oignons dans le beurre valait mieux que n'importe quel jeu vidéo. Pendant que Val jouait à se déguiser avec les écharpes de maman, je mesurais le sucre en tas irréguliers, faisant semblant de découvrir un langage secret. Les recettes ressemblaient à des cartes au trésor, chaque ingrédient une piste menant quelque part de mieux qu'ici. Papa ne comprenait pas. Il frappait les pinces à griller contre sa paume et me souriait. Les vrais hommes saisissent les steaks, Léo, disait-il, tout fierté et fumée. Je lui répondais que la température était trop élevée, et il riait tandis que sa viande passait du rose au gris. C'est devenu notre rituel son sourire en coin, mes corrections, l'odeur de bœuf trop cuit. À l'époque, je ne savais pas qu'il m'enseignait quelque chose, que parfois, les gens préfèrent avoir tort plutôt que de recevoir un conseil de vous. Les compliments chez nous étaient rares, comme des pièces de collection qu'on ne pouvait dépenser qu'une seule fois et Val possédait toute la collection. Ta sœur a tellement de goût, soupirait maman, ajustant un vase d'1 centimètre comme si c'était un chef-d'œuvre. Elle passait ses doigts sur un chemin de table et faisait mine de toucher de l'art. Quand je cuisinais, elle planait autour de moi avec ce demi-sourire. L'eau, ne réfléchis pas trop à cette sauce, disait-elle. Je ne réfléchis pas, insistais-je, alors que mon cerveau disséquait déjà chaque saveur comme si j'étais à un examen. La cuisine est devenue mon ancrage. La nourriture ne ment pas, elle reflète exactement ce que vous y mettez. On ne peut pas falsifier l'assaisonnement ni masquer l'indifférence. Un ragoût chante ou il ne chante pas. Il y a de l'honnêteté dans la chaleur, dans le rythme du couteau, dans le silence qui suit quand un plat sort parfait. Les cuisines avaient du sens pour moi d'une manière que peu de gens comprenaient. La nourriture ne gardait pas rancune. Elle ne louait pas une personne pour en oublier une autre. Elle existait, tout simplement. Quand j'ai décroché mon premier poste de commis de cuisine, personne ne demandait si j'étais l'émotionnel. On voulait juste des assiettes chaudes et impeccables. C'était brutal et honnête, brûlure, sueur, crime et juste. Si ton risotto était parfait, ça comptait. Sinon, peu importait combien ton sourire était charmant. La fine cicatrice sur mon poignet, celle causée par le salamandre du four, reste légèrement rose. Je ne l'ai jamais cachée. Elle ressemble à un badge, la preuve que j'ai survécu à la chaleur et que je continuais à revenir. Pour autant, j'essayais de rester le fil dévoué. Je réparais, allais chercher, portais tout ce que personne d'autre ne voulait manipuler. Je débouchais l'évier de maman avec un cintre en métal tandis qu'elle planait derrière moi, murmurant combien les nouveaux rideaux de Val avaient transformé son salon. Je conduisais papa chez son cardiologue, faisant semblant de ne pas remarquer sa fatigue, puis lui achetais un latte au café près de la clinique. Ne le dis pas à ta mère, murmurait-il en clignant de l'œil, comme si la caféine était de la contrebande. Et bien sûr, il y avait les projets de Val, les cadres à accrocher, les étagères de travers. J'étais son bricoleur non officiel, marchant sur ses tapis de designer avec un niveau et une perceuse, resserrant ce qu'elle n'avait pas envie de réparer. Elle me remerciait d'un sourire distrait, déjà absorbé par son téléphone. Les réunions de famille étaient mon domaine. Anniversaire de mariage, vendredi improvisé qui réclamait quelque chose de spécial, tout retombait sur mes épaules. Val me proposait avant même que j'ouvre la bouche. Léo peut improviser quelque chose, chantonnait-elle, et maman rayonnait comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. Quelque chose de léger, mon chéri, disait maman, déjà en train de fouiller dans le sac qu'elle savait que j'apporterais parce que bien sûr, j'avais pris mes couteaux. Je l'avais toujours fait. Je ne comptais pas cuisiner ce soir, marmonnais-je, sachant que ça n'avait pas d'importance. Tu es tellement talentueux, mon cœur, disait-elle en me tapotant l'épaule, et c'était terminé. Alors j'enfilais un tablier emprunté, ouvrais le frigo et commençais à transformer le chaos en dîner pendant que tout le monde sirotait son vin et parlait de convivialité. Le fracas des casseroles était ma bande-son familiale.
Et quelque part entre l'ail et la garniture, j'ai compris que l'amour chez nous venait toujours dans l'assiette et que c'était moi qui le servais. Je finissais toujours derrière le fourneau, manches retroussées, la sueur perlant à mes tempes, tandis que Val flottait à proximité, capturant les angles parfaits d'elle-même sous la lumière douce qui tombait sur ses cheveux. La cuisine bourdonnait de sa playlist, de son rire, et du léger murmure de ma propre fatigue, quelque part entre les casseroles et les couvercles. Le moment qui brûle encore est arrivé un dimanche de l'automne dernier. J'avais emmené Maya et Ellie pour le dîner, pensant qu'il était peut-être temps d'avoir une soirée familiale tranquille. Les deux enfants avaient le nez qui coulait, typique du premier souffle froid de la saison. J'ai préparé une grande marmite de soupe au poulet simple, constante, le genre de repas qui réchauffe de l'intérieur. Je l'ai portée dans un thermos encore fumant, et l'odeur de thym et de bouillon a rempli leur cuisine impeccable dès que j'ai dévissé le couvercle. Pendant quelques minutes, tout semblait presque parfait. La table brillait sous la lumière douce, les cuillères tintaient doucement contre la céramique, et les rires ondulaient comme autrefois. Ellie se penchait en avant, plissant les yeux sur son bol, pêchant le plus gros morceau de carotte comme s'il retirait un trésor des profondeurs. Maya soufflait sur sa cuillère, comptant les cercles de vapeur avant de boire. C'était paisible, fugacement réel. Puis maman me regarda, serviette pressée contre les lèvres, et dit avec ce ton prudent qu'elle utilise quand elle s'apprête à bouleverser mon humeur, « Léo, la prochaine fois, tu pourrais essayer quelque chose d'un peu plus raffiné. Tu sais quelque chose qui convienne au cercle de ta sœur. » Ses amis apprécient un niveau de saveur supérieur. L'air autour de moi changea. Je posai ma cuillère doucement, comme si le bruit allait empirer les choses. Ma mâchoire se serra. C'était une soupe au poulet pour des enfants enrhumés. Mais avant que je puisse répondre, Val laissa échapper ce rire léger et aérien qu'elle a perfectionné, celui qui sonne comme des excuses mais se sent comme un rejet. « Ne fais pas ton susceptible, dit-elle. Nous adorons ta cuisine, tu sais. » Papa, entre deux bouchées, ajouta sa critique déguisée en encouragement. « Tu pourrais travailler la présentation. Souviens-toi, fiston, on mange d'abord avec les yeux. » Il ricana, fier de sa formule, sans se rendre compte de l'effet qu'elle produisait. Sous la table, la petite main de Maya effleura la mienne. Elle murmura, « J'adore la soupe de papa », sa voix fine mais certaine. Je lui serrai doucement les doigts, forçant un ton calme quand je répondis, « Bien noté. » Ça sortit stable, mais quelque chose en moi craqua un peu. Plus tard dans la nuit, après le trajet de retour à travers des rues silencieuses et les bavardages à moitié endormis sur la banquette arrière, je portai les deux enfants au lit. L'appartement était sombre et sentait légèrement le bouillon et le savon à lessive. Je les baignai, séchai les cheveux d'Ellie avec une serviette, écoutai Maya fredonner des chansons absurdes en se glissant sous sa couverture. Quand la dernière lumière s'éteignit, je restai longtemps dans l'encadrement de la porte, juste à écouter leur respiration. Puis je dérivai vers la cuisine. Les comptoirs brillaient là où je les avais essuyés plus tôt. Je repris l'éponge, même s'il n'y avait plus rien à nettoyer. Mon reflet dans la fenêtre sombre me semblait étrange, quelqu'un de fatigué, portant trop de silence. J'entendais encore les mots de maman tournoyer dans ma tête, plus sophistiqués. Ils roulaient comme quelque chose d'acide que je ne pouvais avaler. Je pensais à toutes les fois où j'avais cuisiné juste pour les rendre heureux, pour prouver que ce que je faisais avait de l'importance. Mais cette nuit-là, pour la première fois, c'était différent. Ce commentaire ne piquait pas seulement, il frappait. Comme une petite étincelle tombant sur quelque chose qui n'attendait que de brûler. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début d'un changement que je ne pourrais pas annuler, la première étincelle frottée contre tout ce qu'on m'avait appris à accepter. La deuxième étincelle viendrait plus tard, un message, une phrase qui ferait basculer le tout, mais ce moment n'était pas encore arrivé. Avant cela, il y avait des années accumulées comme des sédiments, petites demandes, remarques en passant, transactions silencieuses qui penchaient toujours d'un côté. Ma vie est devenue une lente collection de services déguisés en affection, de reconnaissance adoucie par des émojis et des promesses à moitié sincères. Les familles ont un talent particulier pour ce genre d'arithmétique, soustraire ce qu'elles doivent, multiplier ce que vous donnez, et appeler le reste amour. Tout a commencé alors que j'étais encore jeune, quelque part dans la vingtaine, fraîchement sortie de la maison et encore en train de prouver que je pouvais me tenir sur mes deux pieds.
J'étais le premier à partir, le premier à payer un loyer avec des pièces trouvées dans les coussins du canapé, le premier à découvrir que, être là pour la famille, signifiait en réalité, Léo s'en occupera. Les messages ont commencé petits, assez innocents pour paraître anodins. Un hiver, maman m'écrit, « Mon chéri, tu peux nous avancer $250 pour les plateaux du buffet ? Promis, je rembourserai vendredi. » À l'époque, je faisais des heures d'affilée dans une petite cuisine, gagnant $14 de l'heure, les jointures à vif à force de récurer des casseroles. Le vendredi passa. Et le suivant aussi. Le remboursement n'est jamais arrivé, et finalement la conversation fut ensevelie sous de nouveaux messages. Puis papa intervint. On pense à un brisket ce week-end, tu peux en apporter un pour l'ambiance, écrivait-il, comme si c'était un pique-nique et non une demande. Je faisais le calcul mental en remuant une marmite au travail. La viande seule coûtait plus que mon salaire d'une journée, sans compter les épices, le papier aluminium et les si longues heures de cuisson remplissant mon appartement de chaleur. On réglera ça plus tard, dit-il quand j'ai demandé. C'est la famille. Bien sûr, ce « plus tard » n'est jamais arrivé. Ce qui est apparu, en revanche, fut le post Facebook de maman le lendemain, Val rayonnante, verre à la main, tenant un de mes bokomason comme s'il s'agissait d'un accessoire. La légende disait, tellement béni. Je me souviens être resté là, fixant l'écran, me demandant si elle voulait dire béni à cause de la compagnie ou parce que quelqu'un d'autre avait discrètement payé la note. Quand mes enfants sont nés, les demandes n'ont pas cessé, elles ont juste changé de forme. Au lieu d'argent, c'était des repas, des services, des apparitions. Tu es tellement chanceux, disait maman, me regardant porter Maya dans un porte-bébé tout en équilibrant 2 plateaux de lasagne encore fumants. La cuisine est une seconde nature pour toi. Je souriais, retenant la vérité. Il n'y avait rien de chanceux là-dedans, juste la mémoire des gestes, des mains fatiguées, et une cuisine qui ressemblait à celle d'un petit désastre. Mais personne ne veut entendre un chef se plaindre de nourriture. Ça semble ingrat, comme un peintre qui se plaint des couleurs ou un musicien qui grogne sur le son. Alors je gardais le silence, je l'avalais, et je continuais à me montrer. Les demandes de Val étaient toujours emballées dans du papier brillant, déguisé en opportunité. « Tu vas adorer ça, Léo, disait-elle, la voix toute sucre et assurance. Ce sera une excellente exposition pour ton article. » Exposition, dans son langage, voulait dire travailler gratuitement pendant qu'elle s'appropriait l'esthétique. Mon frère est un génie, publierait-elle plus tard, comme si des hashtags pouvaient servir de paiement. Et à chaque fois, je me disais que ce n'était pas si grave. Que la famille, c'était fait de compromis, que, tôt ou tard, il comprendrait ce que ça me coûtait de toujours dire oui. Mais au fil des années, ces petites faveurs se sont accumulées en un registre silencieux que seul moi semblais retenir. Je ne le savais pas encore, mais la balance commençait à pencher. Chaque promesse oubliée, chaque culpabilisation polie, chaque « tu es tellement talentueux » était du carburant. Et il suffirait d'une étincelle de plus pour tout embraser. « Chérie, j'organise un revéal », annonçait Val de sa voix chantonnante et étudiée, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre son téléphone comme des signes de ponctuation. « Tu peux faire quelques bouchées de passage ? Quelque chose d'élégant, minimaliste, mais pas cher. Et pas d'ail, pas d'oignon, pas de produits laitiers, pas de glucides. » Je fixais le plafond, scrutant mentalement ce qui restait dans les lois de la physique. De l'air, répondais-je d'un ton plat. Elle riait, secouant ses cheveux comme si c'était la chute d'une blague. Tu es trop drôle. 7 heures pile. C'était devenu une routine, elle appelait, je calculais, ces événements engloutissaient mon temps. Mais aucun ne se comparait à ce réveillon du Nouvel An, il y a 4 ans. J'avais mis des mois à mettre de côté chaque pourboire supplémentaire dans une enveloppe marquée « four à convection ». Le nouveau modèle pour mon stand coûtait $2800. J'avais enfin atteint 2130, assez proche pour en sentir le goût. C'est alors que maman appela, voix légère mais chargée, on pourrait utiliser ton aide pour le dîner du Nouvel An. Juste quelques plats. Quelques plats se transformèrent en production complète, 6 entrées, 3 plats principaux, 2 desserts. De quoi nourrir un mariage. Qui paie les courses, demandai-je, essayant de rester poli. On réglera ça,
promit maman rapidement. Tu sais, pendant les fêtes, on est un peu à court. Plus tard, je me suis retrouvée à la caisse du supermarché, la carte tremblante entre mes doigts. 412,79 $. Ce chiffre s'imprima dans mon cerveau. Je pliai soigneusement le ticket et le glissai dans mon portefeuille comme preuve de loyauté, un rappel silencieux que j'avais encore fait ma part. Cette nuit-là, je cuisinais jusqu'à ce que mon dos me fasse mal. La cuisine était devenue un champ de bataille de vaisselle, de chaleur et de bruit. Je dressais des brochettes de crevettes, de l'agneau rôti, des carottes glacées, et même de la mousse au chocolat dans des verrines, parce que la présentation comptait pour eux plus que l'effort. Quand les feux d'artifice éclatèrent dehors, j'étais trop fatiguée pour les regarder. Le lendemain matin, j'envoyai un message à maman avec une photo du ticket, espérant que cette fois serait différente. Elle réagit avec un cœur et répondit, « On réglera ça après le bonus de ton père. » Le bonus arriva, mais pas un centime pour moi. À la place, maman posta des photos de Val à Palm Springs cocktail à la main, légende, méritée. Le « je te dois » dans mon portefeuille s'était transformé en autre chose, une cicatrice sur papier. Il ne s'agissait pas que de l'argent. Il s'agissait des heures disparues sans laisser de traces. Des heures que j'aurais pu passer à dormir plutôt qu'à transporter des plateaux, à me reposer plutôt qu'à réchauffer. Du temps que j'aurais pu donner à Maya et Ellie, qui commencèrent à compter combien de fois je disais « une seconde ». C'était devenu leur jeu, tu l'as dit 10 fois, papa, rigolait Maya, sans se rendre compte que chaque « une seconde » était une promesse que je ne pouvais tenir. Les petites humiliations s'accumulaient comme la poussière que l'on cesse de remarquer jusqu'à ce que la lumière du soleil la révèle. « Léo, tu peux déplacer ta voiture » chantonnait Val, brandissant sa flûte de champagne vers l'allée. Nos invités ont de plus belles voitures. Je posais le plateau que je portais, les mains glissantes d'huile d'olive, et je sortais, déplaçant ma vieille voiture pour qu'une SUV inconnue prenne sa place, regardant l'éclat des étrangers là où ma petite voiture avait été. Fais attention avec les couteaux, avertissait papa, planant derrière moi pendant que je tranchais le bœuf fin comme du papier. Ce sont les bons. Je hochais la tête, retenant les mots qui voulaient s'échapper et qui, selon toi, les aiguisent à chaque fois? La cuisine sentait toujours l'agrume et la désapprobation. Puis est arrivé ce mois de juillet. Val m'a envoyé un message pour un barbecue, un petit rassemblement chez elle. Tu vas griller, hein? Tu es le meilleur avec les flammes, écrivait-elle, comme si j'étais un appareil électroménager. Je lui ai dit non, je ne pouvais pas venir. J'avais des billets pour emmener Maya à l'aquarium, une petite sortie que je lui avais promise des semaines auparavant. Elle dessinait des dauphins sur des post-it et les laissait sur mon frigo comme un compte à rebours. Quand j'ai envoyé ce message, « Désolé, je ne peux pas. Je sors avec Maya », je n'avais pas encore réalisé que quelque chose en moi venait de changer. Dire non me semblait étranger, presque dangereux, mais aussi juste. C'était le premier moment depuis des années qui m'appartenait entièrement. Le début d'une limite dont je ne savais pas encore que j'étais capable de la poser. La réponse de maman arriva vite, 3 mots qui frappèrent plus fort qu'une gifle, la famille passe avant. Je restais figé devant l'écran lumineux, le pouce suspendu au-dessus du clavier, les mots se brouillant en quelque chose de plus lourd que la culpabilité. Je levai les yeux vers le petit sac à dos bleu médusé accroché près de la porte, celui que ma fille avait elle-même préparé avec des crayons et des goûters pour la sortie à l'aquarium. Je pouvais presque voir son visage, éclatant d'anticipation, pressé contre la vitre pour regarder les raies glisser. Cette image prit la décision à ma place. L'aquarium l'emporta. Pendant 3 jours entiers, le silence de ma famille était suffocant. Pas d'appel, pas de message, juste une absence sculptée en désapprobation. Le 4e jour, maman m'envoya enfin un texto, « Nous te pardonnons. La prochaine fois, préviens-nous pour que l'on puisse planifier le menu. » Ces derniers mots se tordirent dans mon estomac. Planifier le menu. C'était leur façon codée de dire, planifie mon travail, organise mes heures, structure mes efforts selon leur convenance. Et ça ne s'est pas arrêté là. Avec le temps, les demandes changeaient de forme mais pas de fréquence. Elles arrivaient déguisées en urgence, enveloppées d'émojis polis. Juste un petit service. Un manque temporaire. Promis, je te rembourse vendredi.
Il y eut tant de vendredis qui passèrent que j'aurais pu construire un calendrier. 200 ici pour nous dépanner. 150 jusqu'à ce qu'un chèque soit encaissé. 80 parce que le client de Val l'avait encore laissé tomber. J'ai commencé à tout noter sur mon téléphone, une note intitulée simplement « Compte famille ». Chaque ligne indiquait une date, un motif et un montant. Ça ressemblait à de la comptabilité, mais c'était comme une confession. Je la parcourais parfois tard le soir, à moitié espérant m'être trompé. Mais les chiffres ne mentent pas. Après 3 ans d'aide temporaire, le total atteignait $3 742. Je ne l'ai jamais dit à voix haute. Le nommé lui aurait donné une forme, et la forme aurait donné du poids. Et si je ressentais ce poids, je pourrais me mettre en colère. Et si je me mettais en colère, je serais le méchant. Chaque fois que j'essayais d'en parler, les mots se dissipaient avant d'atterrir. Maman, à propos de ces tickets. Commençais-je. On s'en occupe, mon chéri, interrompait-elle, comme si des points d'honneur pouvaient équilibrer un tableau. Tu sais que nous ne sommes pas ingrats. J'ai essayé avec papa. Je ne peux pas faire le prochain événement, lui dis-je une fois. Je suis débordée au travail. Il ricana, pas méchamment, mais plein d'attentes. Tu t'en sortiras. Tu réussis toujours. Ça ressemblait à un compliment, mais ça me semblait un piège. Et puis il y avait Val toujours soigné, toujours en représentation. J'ai besoin d'un devis pour le traiteur, Val. Si tu veux ces hors-d'œuvre, il me faut un budget, lui dis-je un après-midi. Elle ne fit même pas une pause. Oh, détends-toi. Je vais te taguer dans mon post. Excellente exposition, chérie. Comme si une mention sur les réseaux sociaux pouvait payer les ingrédients, les charges ou le loyer. Le moment où tout est enfin devenu clair n'a pas été cinématographique. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de trahison dramatique. Juste un mardi soir tranquille. Les enfants étaient chez leur mère. Mon appartement était silencieux, ce genre de silence qui semble écouter. Je m'asseyais à la table, entouré de papiers factures, reçus, bons de commande, tous murmurant des chiffres en retour. Le seul bruit était le léger bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac discret de l'horloge de la cuisine. Le dîner consistait en un tupperware de restes de poulet rôti, mangé froid directement du frigo. Ma fourchette grattait contre le couvercle pendant que je rouvrais mon application de notes, le pouce faisant défiler chaque entrée. Pour une fois, je ne minimisais pas, je ne me justifiais pas. Je ne réduisais pas les chiffres pour que ça fasse moins mal. Je les tapais soigneusement, les additionnais et fixais le résultat. $3 786. La somme de chaque service déguisé en amour. Chaque culpabilisation facturée comme tradition. Chaque instant silencieux où j'avais avalé mon ressentiment et appelé sa loyauté. Ce n'était plus une question d'argent, c'était la prise de conscience que je finançais ma propre disparition, un message poli à la fois. J'ajoutais l'essence que je n'avais même pas prévu de dépenser, la baby-sitter que j'avais engagée juste pour pouvoir rester devant le fourneau de Val sans m'inquiéter que les enfants aient dîné. J'ajoutais le coût du présentoir à gâteau en verre, lourd, le bon que j'avais remplacé après que l'ami de maman l'ait fait tomber du comptoir en riant comme si ce n'était rien. Quand je frappais le total final, le chiffre me fixait, $4186. Pendant un long moment, je restais là, à fixer l'écran. Mon pouce planait au-dessus des chiffres comme si je pouvais les effacer par la volonté. Je sentis quelque chose s'installer dans ma poitrine, pas exactement de la colère, mais le poids de la conscience. L'air de mon appartement était immobile, sauf pour le tic-tac discret du radiateur, chaque clic métallique marquant des secondes trop bruyantes dans le silence. Je pris une lente inspiration, celle que l'on prend avant de dire quelque chose de difficile. Je pouvais entendre ma propre voix dans ma tête, calme et posée, le même ton que j'utilise en cuisine lorsqu'une commande arrive mal, nous assumons nos choix. C'était ce que je répétais à mon équipe pour les garder ancrés, mais maintenant, ça me revenait comme une vérité que j'avais évitée. J'ai fermé l'application de notes et en ai ouvert une nouvelle. Le titre est venu facilement, limite. En dessous, j'ai commencé à taper des règles qui ressemblaient à de petits actes de rébellion. Je ne financerai plus les événements familiaux. Je ne travaillerai pas pour de la visibilité. Mes enfants passent en premier, à chaque fois. Non, est une phrase complète.
Chaque ligne semblait me rendre un morceau de moi-même que j'avais vendu en quête d'approbation. Mais écrire des règles est facile, les respecter est beaucoup plus difficile. Les familles ont ce talent pour vous ramener, pour vous rappeler ce que vous leur devez. J'aimerais pouvoir dire que j'ai envoyé cette liste immédiatement, que je suis resté ferme, mais la culpabilité est un poison lent. Le lendemain matin, maman a appelé. Sa voix était douce, mielleuse, calculée, comme si elle savait qu'elle demandait trop mais espérait que son charme arrangerait les choses. On pense faire un petit quelque chose pour Thanksgiving, commença-t-elle. Rien de grand. Je savais déjà où cela allait mener. Tu peux t'occuper de la dinde et de quelques accompagnements, ajouta-t-elle, d'un ton détendu comme si elle demandait juste un peu de sucre. Combien d'invités ? Demandai-je, même si je savais que, quelques-uns, dans le langage de maman se traduisaient par une foule. Oh, juste quelques-uns, dit-elle, et je pouvais la voir agiter la main de manière désinvolte, debout dans sa cuisine entourée de listes de courses qu'elle n'avait aucune intention de remplir elle-même. Tu sais, juste la famille. Ce qui signifiait au minimum 30 personnes. Quel est le budget ? Demandai-je, gardant ma voix neutre. Il y eut une pause fine, tranchante, pleine de jugement. Puis elle expira dans ce ton déçu qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Ne sois pas grossier, dit-elle enfin. Les budgets ne sont pas grossiers, répondis-je. C'est ce que les adultes utilisent pour s'assurer que tout est équitable. Cela me valut un soupir. Long. De ce qui signifie que vous avez échoué à un test invisible. On en parlera plus tard, murmura-t-elle, le code de maman pour « tu changeras d'avis quand tu te sentiras coupable ». Mais, plus tard, ne vint pas sous la forme d'un appel. Ce fut un chat de groupe. Celui intitulé Family Thanksgiving. Point d'exclamation compris qui vibra ce soir-là alors que je fermais la boutique. Les messages affluèrent comme des confettis. Val, tellement excitée. On peut faire 2 dindes cette année ? La dernière fois, tout le monde adore ton glaçage aux agrumes. Papa, peut-être rester simple cette fois. Pas de fantaisie. Maman, Léo, peux-tu confirmer le menu pour vendredi ? On compte sur ton expertise. Je regardais les boules apparaître et disparaître, mon nom lancé comme un outil, une ressource acquise. Chaque ligne supposait que j'étais déjà impliqué. Personne ne demandait si je voulais organiser, planifier, dépenser. Il supposait, parce que je l'avais toujours fait. J'ai tapé une réponse 3 fois, effacé 2 fois. Enfin, j'écrivis, avant de confirmer quoi que ce soit, il faut parler des coûts. Je ne peux pas continuer à tout couvrir. Le chat resta silencieux 1 minute. Puis la réponse de maman apparut, courte et glaciale, on ne t'a jamais demandé. Ce fut le moment où quelque chose en moi bascula. Parce qu'ils avaient demandé juste jamais avec des mots. Ils demandaient par l'attente, par le silence, par le poids implicite du « la famille d'abord », suspendu comme une règle que personne n'osait remettre en question. Et pour la première fois, j'ai décidé de ne pas jouer le jeu. Les mots étaient froids et secs, assez tranchants pour piquer même à travers la lueur de l'écran. Ils restaient là, dans des bulles bleues et grises, petits mais lourds, comme un mot sur le frigo accroché à la dernière part de gâteau que vous n'étiez jamais censé manger. Le calcul derrière ces mots était limpide, ils en voulaient plus. Toujours plus. Et peu importe comment je calculais temps, effort, argent, la réponse restait la même. Ils prendraient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Mais la suite ne concerne pas un fil de discussion. Elle parle de la nuit où les demandes cessèrent de faire semblant d'être polies, quand le mot « service » montra enfin ses véritables crocs. Le réveillon du Nouvel An. Le soi-disant loft de ma sœur. Elle adorait ce mot, loft, ça sonnait artistique, curaté, sophistiqué. En vérité, ce n'était qu'un 2 pièces étroit avec des tuyaux apparents, de grandes fenêtres et une jungle de plantes qu'elle avait nommées comme des animaux de compagnie, Jasper, Kini, Fernanda, Monsieur Poteau. Elle les avait alignés le long du mur comme un public vert, preuve que son espace était vivant. Maman avait qualifié le plan de festif mais intime, ce qui, dans notre famille, se traduisait par inviter toutes les personnes avec qui nous avions déjà échangé un signe de politesse. Le texto arriva à midi, et mon téléphone vibra avec cette appréhension familière que je confondais autrefois avec l'obligation.
Cette année, pour le nouvel an, nous célébrons chez ta sœur. Il n'y a pas de place pour toi ni pour tes enfants, écrivait maman. Je relus la phrase 2 fois, pensant peut-être avoir raté un mot. Pas de place. Ma mâchoire se contracta. Puis, presque immédiatement, Val intervint, mais laisse les enfants avec une nounou et vient préparer le dîner comme d'habitude. Un instant plus tard, papa ajouta son écho, prévisible et désinvolte, et ne nous fait pas culpabiliser. Nous voulons toujours nos cadeaux. 3 messages, 3 coups. Je fixai l'écran, le pouce suspendu au-dessus du clavier, mais aucun mot ne vint. Ma gorge se dessécha, comme lorsqu'on sort un pain du four trop tôt pâle, pas cuit, insatisfaisant. On sait qu'il faut plus de temps, plus de chaleur, mais on est trop fatigué pour recommencer. Alors je ne répondis pas. Pas encore. À la place, je fis les valises de nuit de Maya et Ellie pour leur séjour chez leur mère. Petites chaussettes roulées par paire, brosse à dents enveloppées dans une serviette, le pyjama dinosaure préféré d'Ellie qu'il refusait de quitter pour dormir. Le rituel normal de la parentalité me stabilisa, le bruit des fermetures éclairs, le froissement des tissus, l'odeur de leur shampoing encore présente sur leurs oreillers. Après leur départ, l'appartement parut vide. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine remplissait le silence, régulier et mécanique. Je me tenais près du plan de travail, regardant le bord ébréché de la planche à découper que j'avais acheté d'occasion lorsque j'avais emménagé il y a des années. Elle était usée, mais avait survécu à toutes les étapes: premier emploi, repas tardif, rupture, réconciliation. Elle m'avait vu nourrir des gens qui ne disaient jamais merci. Une partie de moi voulait ignorer le message, laisser passer la nuit sans y prêter attention. Mais une autre partie, celle qui avait silencieusement accumulé les reçus, noté chaque service rendu, refusait désormais de rester silencieuse. Alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon de la ville, j'aperçus les feux d'artifice tester leurs étincelles tôt, de faibles éclats de couleur contre le crépuscule. Je m'assis à ma petite table de cuisine avec un carnet et rédigeai une liste. Pas de courses ou de tâches, mais de moments. Chaque repas non payé, chaque service rapide, chaque dîner où ma nourriture remplissait leur table pendant que je mangeais des restes après leur départ. Je pensais à la fois où Val m'avait appelé à la dernière minute parce que son traiteur avait annulé, ce qui signifiait en réalité qu'elle n'en avait jamais engagé un. À maman qui insistait pour que je traverse la ville un mardi soir pour sauver sa soirée. À papa disant, tu as tellement de chance, fiston, d'avoir un talent que tu peux partager. Comme si la chance me gardait éveillée à 2 heures du matin à frotter des casseroles. À l'approche de minuit, je n'avais toujours pas répondu au chat de groupe. Mon téléphone vibrait encore avec des notifications photos du salon décoré de Val, bouteilles de champagne alignées comme des trophées, légendes pleines de cœurs et d'émojis pailletés. Moment en famille, disait l'un. J'adore cette tradition, disait un autre. Mais ce n'était pas une tradition. C'était un cycle. J'éteignis mon téléphone, me servis un verre d'eau et me tenais près de la fenêtre. Dehors, la ville pulsait de bruit et de lumière, des inconnus acclamaient, les voitures klaxonnaient, des feux d'artifice éclataient au-dessus des toits. Quelque part dans ce chaos, je ressentis le plus léger sentiment de calme. Pour une fois, je ne faisais pas partie de leur spectacle. La nuit était silencieuse, mais en moi, quelque chose changea enfin. Ce n'était ni la colère ni l'amertume, c'était de la détermination. Pendant des années, j'avais cuisiné pour des gens qui n'avaient jamais pensé à me nourrir. Cela allait changer. Val croisa les bras, le bracelet scintillant captant la lumière comme un avertissement. Son expression se figea dans ce sourire calculé qu'elle arborait chaque fois que la vie lui devenait légèrement inconfortable. « Tu fais vraiment ça maintenant ?» dit-elle, la voix entre incrédulité et condescendance. Autour de nous, la conversation ralentit, ce genre de silence qui tombe quand les gens sentent une histoire se former, celle qu'ils relateront plus tard à voix basse. La main de maman se leva vers son verre, comme elle le faisait toujours pour gagner du temps. « Léo, dit-elle, douce mais tranchante, ce n'est ni le lieu ni le moment. »« Chaque lieu et chaque moment deviennent ce lieu et ce moment, » répondis-je calmement. « C'est vous qui l'avez rendu ainsi. » La pièce n'était plus bruyante. Même la playlist, un mélange jazzy de Nouvel An que Val avait programmé, semblait métallique et lointaine.
J'entendais le cliquetis de la glace dans un verre, le froissement des talons sur le sol, le léger pop d'un bouchon de champagne venant du balcon. Val laissa échapper un petit rire incrédule. « Mon Dieu, tu es tellement sensible. Tu aurais juste pu dire non. » « Je l'ai dit, » répondis-je. « Vous n'avez jamais écouté. » Papa exhala par le nez, un son entre irritation et fatigue. « Tu réagis de façon excessive, » dit-il, comme s'il annonçait la météo. « C'est la famille. Les familles cèdent. Les familles ne transforment pas un membre en personnel, » dis-je en lui glissant la facture. Le papier fit le plus léger bruit, à peine un souffle, mais il aurait aussi bien pu tonner. Ce n'est pas de l'aide. C'est du travail non rémunéré. Il prit la feuille, la regarda un instant, puis la reposa comme si elle était radioactive. Tu te crois martyr? Non, dis-je. Je crois que j'en ai fini. Le visage de maman se contracta. Léo, s'il te plaît. Tu nous mets dans l'embarras devant tout le monde. L'embarras, dis-je, c'est de réaliser que je vous nourris depuis des années pendant que vous parlez de moi comme si j'étais un ustensile. Un cousin près du buffet toussa et murmura quelque chose à sa petite amie. Elle le poussa du coude, yeux grands ouverts, lui indiquant silencieusement de se taire. L'air dans la pièce s'épaissit. Val leva les yeux au ciel et se replongea dans son téléphone. Très bien. Si tu es si misérable, ne viens pas. Personne ne te force. Si, dis-je calmement. Chaque fois que tu envoyais un texto à la dernière minute. Chaque fois que tu disais, juste quelques bouchées. Chaque fois que tu appelais mon travail un hobby. Elle leva enfin les yeux vers moi vraiment. Je vis un éclat d'incertitude, celui qui surgit quand quelqu'un réalise enfin que le sol sous ses pieds commence à bouger. Ce n'est pas si grave, dit-elle faiblement. C'est un schéma, dis-je. Maman tenta d'adoucir sa voix. Léo, mon chéri, on ne peut pas en parler plus tard? Tu bouleverses ta sœur. Je laissai échapper un rire petit, sec, sans humour. Elle survivra. Elle a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Les yeux de papa se plissèrent. Fais attention à ton ton. Pourquoi? Tu n'as jamais fait attention au mien avant. Tu t'en servais juste. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis je repris la facture, la pliai proprement et la glissai dans la poche de mon manteau. Vous savez, dis-je, je pensais que je continuais à me présenter par loyauté. En réalité, je ne voulais juste pas admettre que vous ne me rendriez jamais la moitié du chemin. Léo, murmura maman à nouveau, mais sa voix était devenue mince, fragile comme du sucre filé. Je me tournai vers la porte. J'espère que le four ne fume pas, lançai-je par-dessus mon épaule. Tu devrais vérifier le réglage du grill. Val fronça les sourcils. Tu pars vraiment? Je ne me retournai pas, oui. J'ai un endroit où je préfère être. Dehors, le couloir paraissait plus froid, plus libre. J'entendais encore la fête étouffée, musique, rire, quelqu'un criant « Bonne année !» alors qu'il n'était que 9 heures. Je me dirigeai vers l'ascenseur, mon reflet vacillant dans les portes en acier poli. Quand elles s'ouvrirent, j'entrai et pressai le bouton pour le rez-de-chaussée. Les portes se refermant, je jetai un dernier regard à l'appartement, lumière, bruit, ma famille figée dans sa petite constellation d'incrédulité. Pour une fois, je n'étais pas en orbite autour d'eux. Lorsque j'atteignis la rue, les premiers feux d'artifice explosaient déjà dans le ciel, répandant des éclats rouges et dorés sur la nuit. Je restai un moment, laissant le son m'envahir, sentant le froid piquant de l'air sur ma peau. Puis je souris petit, discret, mais sincère et murmuré pour personne en particulier, « Bonne année. » Tu ramènes toujours tout à l'argent, dit maman. Non, insistai-je, c'est toi. Chaque situation tourne autour de mes finances, de mes heures, de mon effort. Moi, je parle de quelque chose de bien plus profond, le respect. La voix de maman s'adoucit, puis fendit la pièce comme une lame affûtée. Nous sommes une famille. Exactement, dis-je, et c'est pourquoi je l'aborde sans hystérie. Je ne prépare pas le dîner. Si vous voulez un chef professionnel, ma grille tarifaire est disponible. Si vous voulez votre fils, je viendrai mais seulement pour 1 heure. L'atmosphère changea, lourde et électrique,
comme ce silence soudain quand une chanson préférée s'arrête en plein couplet, révélant les fissures qu'elle masquait. Tante Leia s'approcha prudemment de moi, main levée en geste conciliant. « Chérie, tu pourrais au moins contribuer un peu ?» ?»« Pas comme ça, » répondis-je, ferme. Le regard de maman se plissa, mêlant incrédulité et irritation. « Après tout ce que nous avons investi en toi ?» Je levai la main pour l'arrêter avant qu'elle ne parle. Ce n'est pas une revanche. C'est une décision. Papa laissa échapper un ricanement moqueur. Une décision pourquoi ? Je m'avançai vers le plan de travail, désignant l'étalage chaotique de légumes à moitié coupés, d'épices éparpillées, de couteaux brillants. Pour être le travailleur par défaut, dis-je. Pour qu'on me rappelle sans cesse que la famille signifie que je fournis un travail gratuit tandis que mes enfants sont invisibles. Pour l'hypocrisie de me dire que je n'ai pas ma place à table, mais que mes mains sont toujours les bienvenues. Val s'avança, le ton bas et menaçant. Tu détruis ma fête. Je regardais autour de moi la cuisine, l'îlot encombré de préparations inachevées et d'ustensiles oubliés. Ta joie repose sur le mépris de ceux qui la rendent possible. Chaque garniture, chaque plateau, chaque plat était censé me mettre en valeur, pourtant vous refusiez de reconnaître ma présence au-delà de l'utilité. Tante Leia resta hésitante, partagée entre pousser à un compromis et se retenir. Les doigts de maman tapotaient son menton avec un rythme nerveux. Je restais immobile, voix stable, laissant chaque mot s'installer comme une vérité inébranlable. Je ne suis pas ici pour discuter de tradition, d'héritage ou d'apparence. Je suis ici pour poser des limites, enfin, après des années d'être ignoré. Si reconnaissance, respect ou gratitude sont trop pour vous, alors peut-être que cette fête devrait continuer sans mon travail, mon énergie, ni mes enfants. Le visage de Val se durcit, lèvres pincées, yeux glissant vers l'horloge de la cuisine comme si le temps lui-même conspirait contre la tension. Les épaules de papa s'affaissèrent, mais sa fierté ne vacilla pas. Je croisa les bras, laissant le silence faire son œuvre, ponctué seulement par le léger bourdonnement du réfrigérateur et le tintement doux d'une cuillère contre un bol à mélanger. Votre fête ne peut pas exister sur l'effacement de ceux que vous prétendez aimer. Pendant une seconde, je crus que papa allait exploser, sa voix tranchant le silence. Au lieu de cela, il se pencha en arrière, doigt tambourinant légèrement sur l'accoudoir, et dit « Si tu pars, ne reviens pas ». Je hochai la tête, laissant le poids de ces mots se déposer comme de la poussière dans un rayon de soleil. C'est aussi une limite, murmurai-je, presque pour moi-même. La mâchoire de maman se crispa, l'angle de son visage plus prononcé sous la lumière tamisée. Au moins, ne fais pas de scène, dis-je, voix douce mais ferme. Je suis très calme, ajoutai-je, surprenant même par la précision de mon ton. Mon cœur ne battait pas à tout rompre, ne bégayait pas. Il était mesuré, délibéré, comme dresser un plat complexe que j'avais préparé des centaines de fois, chaque geste volontaire, chaque respiration maîtrisée. Je récupérai mon manteau dans la chambre d'amis, le tissu raide après des mois de suspension, et repris le chemin familier à travers le salon. Je déposai la facture sur le comptoir, une déclaration silencieuse, un drapeau de trêve tracé en chiffres et retenus. Ses bords captaient la lumière du lustre, scintillant comme des diamants de papier. Alors que j'atteignais la porte, la voix de maman résonna encore, plus douce mais avec ce ton familier de commandement, nous attendons toujours nos cadeaux. Je fis une pause, me tournai lentement, laissant les mots glisser sur moi sans rebondir. Vous en aurez un, dis-je, ton sec mais inébranlable. Il s'appelle « Ne plus me mentir à moi-même ». Puis je partis, la porte se refermant derrière moi d'un clic final et discret. L'ascenseur m'engloutit, ses parois en acier poli reflétant un visage fatigué mais résolu. Des lignes marquées par l'épuisement et des mois d'endurance, mais mon regard restait fixe. Minuit éclata quelque part au-dessus avec feux d'artifice et rire, mais je m'assis sur mon canapé, un bol de soupe réchauffée posé sur mes genoux, et tapai un message simple et sincère. Bonne année, à 2 petites personnes qui étaient mon étoile du Nord, les seules ayant un droit permanent à ma dévotion, mon travail, mon amour. La lumière du matin se répandait sur le sol de l'appartement, et dès les premières heures de la journée, 23 appels manqués clignotaient avec insistance sur mon écran. À midi, le nombre était monté à 41, une marée implacable. 3 messages vocaux de maman passaient du ton glacial au tremblement,
puis à une nostalgie manipulatrice qui faisait remonter dans ma poitrine une culpabilité trop familière. 2 appels de papa, des ordres déguisés en conseils, rappelle-moi et grandis un peu. 7 messages de Val, une photo d'une tarte effondrée comme ma patience, une vidéo de feu de Bengale s'allumant brièvement dans la nuit, un paragraphe disséquant comment mon attitude avait gâché son ambiance soigneusement mise en scène, et enfin une phrase unique et pointue, tu devrais présenter des excuses à maman. Je restais assis, le téléphone vibrant sans répit, la soupe refroidissant dans le bol comme une métaphore impossible à ignorer. Et pour la première fois depuis des années, je laissais le bruit exister sans répondre. Je le laissais flotter, non résolu, mais ne m'appartenant plus, comme une tempête que j'étais enfin prêt à regarder depuis la fenêtre plutôt qu'à affronter dehors. Je posai mon téléphone face contre la table, la surface noire reflétant la lumière du matin, et sortis la farine et les œufs. Les enfants déboulèrent plus tard dans l'après-midi, les cheveux en bataille, le rire résonnant contre les murs. Reprise du nouvel an, dis-je en retournant des pancakes épais et dorés, laissant la pâte couler comme de l'or fondu dans la poêle. Nous les apportâmes dans notre fort du salon, couvertures jetées sur les chaises, coussins empilés, et mangeâmes avec les doigts, le sirop dégoulinant sur leurs petits mentons. Le monde dehors pouvait rugir, mais dans cette forteresse, tout était doux, chaud, et à nous. Le 2 janvier arriva avec un ping. Le message de tante Leia s'étirait sur mon écran comme une corde, commençant tendrement par « Je t'aime » et se terminant par une supplique « Aide-les juste cette fois ». J'écrivis, effacai, réécrivis, supprimai encore 4 cycles d'indécision avant d'envoyer une réponse que je pouvais assumer, je ne discuterai pas de cela par message de groupe. Si maman et papa souhaitent parler de l'avenir avec respect, je répondrai. Aucun débat sur ce qui est déjà fait. Je m'attendais à un silence, à un calme tombant comme la poussière sur une étagère jamais touchée. Au lieu de cela, les messages s'intensifièrent, l'inquiétude déguisée en urgence, tranchant dans ma sérénité. Maman, nous sommes inquiets pour toi. Moi, je vais bien. Maman, tu as toujours été trop sensible. Moi, mes limites sont saines. Papa, ta mère n'a pas dormi de la nuit. Moi, c'est regrettable. Papa, nous sommes déçus. Moi, je sais. Pendant ce temps, Val façonnait sa propre version de la réalité en ligne. Un carrousel d'images Instagram, chaque cadre soigneusement composé, chaque sourire parfaitement poli. Première photo, un brunch joyeux. Deuxième, des bulles de champagne capturant la lumière. Troisième, la tarte effondrée que je n'avais pas touchée, le sucre répandu sur le comptoir comme une trahison. Quatrième, des rires mis en scène. Cinquième, le regard trop brillant de maman, transperçant l'écran comme pour rappeler au monde et à moi que rien n'était jamais privé. Je me laissais aller contre le dossier, la fourchette immobile, le sirop collant à mes doigts, observant notre petite forteresse vaciller sous le poids de pâtisseries à moitié réussies et de messages à moitié ignorés. Les enfants riaient, inconscients de la tempête qui grondait au-delà des couvertures. Leur chaleur manquerait toujours. Dehors, les notifications clignotaient comme des ombres persistantes, mais à l'intérieur, les pancakes, les doigts collants et les petites victoires construisaient des murs que je n'avais plus besoin de défendre. Le soir glissa doucement, traçant de longues bandes dorées sur le sol. Je nettoyai le plan de travail, l'odeur du beurre noisette emplissant la cuisine, et jetai un coup d'œil à mon téléphone, désormais silencieux. Je laissai les messages s'accumuler sans répondre. Chaque vibration ignorée devenait une brique, fortifiant mes limites, reconquérant l'espace que j'avais perdu depuis des années. Dehors, le monde s'agitait pour garder le contrôle, mais ici, au moins, c'était moi qui dictais les règles. La légende se terminait par « Certaines personnes se préoccupent d'elles-mêmes plus que des autres ». Je ne répondis pas. Je désactivai les alertes et enfonçai mon téléphone dans mon sac, le laissant se glisser sous des reçus et un tablier à moitié froissé. Le marché sentait les oignons rôtis et la cannelle, le cœur habituel des vendeurs criant leur prix, des enfants tirant sur les mains de leurs parents. Un instant, tout sembla ordinaire, familier. La même femme revint, commandant le sandwich au poulet rôti qu'elle louait toujours, les yeux s'illuminant à la première bouchée. Ça a le goût du dimanche chez grand-mère, dit-elle, et je souris, les bords de mes inquiétudes s'adoucissant. Un garçon restait non loin, timide, manches retroussées jusqu'au coude,
posant des questions sur les couteaux. Lequel tu affûteras, lui dis-je. Une petite vérité innocente. Pendant un instant, le rectangle vibrant dans ma poche sembla presque sans importance. Puis vint le 4 janvier. Un tableau Google de Val arriva, clignotant sur mon ordinateur portable. Contribution Lyon, lisait l'objet. Je l'ouvris. Les colonnes s'étendaient à l'infini, dîner de famille, brunch de fête, brunch auquel je n'avais même pas assisté. Coûts alimentaires, tarifs du marché, crédit pour exposition. La dernière ligne calculait la valeur imaginaire sur Instagram par rapport aux heures que j'avais réellement travaillées. Et dans la conclusion, aussi sèche que le code fiscal, je leur devais de la gratitude. Je restais figé. Le curseur clignotait, jugeant. J'expirais, fermais la fenêtre, et fixais le vide un long instant. Puis je tapais une seule phrase, soigneusement, veuillez envoyer toute facture pour les services que vous estimez avoir fournis. Je ferai de même. Je m'exécutai. Quelques heures plus tard, un seul document quitta ma boîte d'envoi, 4186 $. Remboursements historiques et crédits de travail. Net 30. Une note en bas définissait de nouvelles limites, à l'avenir, ma disponibilité est limitée. Les réservations nécessitent un acompte. Mes enfants ne sont pas optionnels. Cela sonnait détaché, clinique même. Mais sous ces lignes, il y avait la libération. L'action la moins émotionnelle que j'avais accomplie depuis des années était aussi la plus décisive. Quelques minutes passèrent. Mon téléphone sonna. Maman. Sa voix était tranchante, incrédule. C'est une blague? Non, répondis-je calmement. Vous facturez votre famille. Je récupère ce qui m'a été promis. L'amour ne fonctionne pas ainsi. L'amour ne demande pas de cacher les enfants ou de travailler gratuitement. Vous nous punissez. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une clôture. Je répétais, plus lentement, pour plus de clarté, car les nouvelles notions ont besoin de répétition avant d'être comprises. Clôture. Respect. Limite. Responsabilité. La ligne se tut. Un moment de statique. Puis, faiblement, sa respiration courte, irrégulière, incertaine. Je ne fléchis pas. Pour une fois, je ne m'excusais pas d'exister. Pour une fois, le travail du cœur ne consistait pas à s'agenouiller, il consistait à se tenir debout, pleinement présent, pleinement moi-même, tout en portant les petites constellations inébranlables qui comptaient le plus, mes enfants. Même le téléphone reposait sur son socle, le tableau, les notifications, les attentes arrogantes, tout semblait plus petit. Ma vie n'était plus un registre ouvert à exploiter. Elle était maintenant équilibrée, soigneusement, irrévocablement, selon mes conditions et avec le respect que j'exigeais. Elle changea soudain de ton, comme le temps qui tourne. Nous parlerons quand tu te seras calmé, dit-elle. Je clignai des yeux devant le téléphone. Je suis calme maintenant. La ligne se coupa. La semaine suivante se déroula comme un lent défilé de petites invasions, chaque rencontre volontairement inconfortable. Papa apparut à mon stand, soi-disant par hasard, puis se plaça directement devant ma ligne, sa présence lourde comme une ombre non invitée. Alors, tu fais vraiment ça? Sa voix portait assez pour que chaque client à proximité perçoive l'aigreur. Je forçai un sourire, mes mâchoires raides mais mes mots restaient fluides. Que puis-je préparer pour vous? Il fronça les sourcils, recula, et partit sans rien commander, laissant derrière lui l'odeur persistante de son parfum et de la déception. Plus tard, Val déposa un sac devant ma porte, le tissu bruissant lorsque je le pris. Des cadeaux retournés que j'avais soigneusement choisis pour ses enfants, puzzles, livres, un pull parsemé de petites fusées brodées. Un mot tomba, marqué d'un pli net, jusqu'à ce que tu t'excuses. Je rassemblai les objets, un mélange d'agacement et de pitié m'envahissant, puis me rendis dans un refuge local acceptant les dons de jouets et de vêtements. Chaque paquet portait le nom de mes enfants, Maya et Ellie. Sur le reçu, je griffonnai, bonne lecture. Le lendemain matin, le responsable du marché me prit à part, l'inquiétude lisible sur son visage. Tout va bien, Léo? Ton père est passé. Il semblait intense. Je me redressai, essuyai mes mains sur mon tablier,
et l'assurer, je gère. Mes mots étaient calmes, mais mon pouls vibrait encore sous la tension de leur intrusion. La maison était maintenant silencieuse d'une autre manière. Pas vide, pas abandonnée, juste ouverte comme un champ après la récolte, assez vaste pour respirer. Je commençais à la remplir de choses que j'avais négligées trop longtemps. Une réunion parents-professeurs arriva, et pour la première fois, je m'assis réellement, au lieu de rester à la porte comme un sprinter prêt à filer dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Mon attention resta fixée sur le petit humain en face de moi, absorbant tout ce que son professeur disait. Plus tard, j'appris à Maya à casser un œuf d'une seule main. 10 tentatives. Une demi-douzaine de coquilles sacrifiées à la persévérance et au rire. Ses mains, petites et déterminées, tremblaient légèrement de concentration. Nous avons ri lorsque le jaune coula sur le comptoir, le nettoyant ensemble, partageant un petit triomphe silencieux sur un simple défi culinaire. La même semaine, Ellie découvrit qu'il pouvait plier des avions en papier qui volaient réellement, et nous transformâmes le salon en une piste miniature. L'air sentait légèrement la farine, l'œuf et les crayons. Pour la première fois depuis des mois, l'appartement ressemblait à un lieu d'invention, pas d'obligation. Le monde extérieur, les disputes, les ultimatums, les messages d'insistants existaient toujours, mais à l'intérieur de ces murs, ils ne nous atteignaient pas. Nous créions, apprenions, échouions et recommencions sans jugement, notre propre rythme s'enracinant au milieu du chaos. Et puis elle y parvint, cassant l'œuf parfaitement sur le comptoir, et cria comme si elle venait de marquer le but décisif d'un championnat auquel je n'avais jamais joué. Ellie noua mon tablier autour de sa petite taille, poitrine gonflée d'un sérieux comique. Chef Ellie en service, déclara-t-il, voix aiguë mais autoritaire. Je voulus pleurer doucement dans le bol de purée de pommes de terre, rire et amour se mêlant à la brûlure des souvenirs. Je commençai à courir le long du chemin de la rivière 3 matins par semaine, les jambes bougeant lentement mais sans relâche, les poumons remplis d'un air froid et vif, parfumés légèrement de feuilles mouillées et d'échappements. Le café de 10 heures du soir devint une pensée secondaire, une habitude abandonnée simplement parce que j'étais assez éveillée pour choisir autrement. Les appels et les messages ne cessèrent pas complètement. Ils arrivaient comme des nuages par une journée partiellement ensoleillée, sporadique, parfois lourde de colère, parfois lisse de persuasion. Puis vint la nostalgie, soigneusement enveloppée de douceur pour tirer sur le cœur. Maman, tu te souviens quand tu as fait du pain perdu à la cannelle pour Val après l'école? Moi, oui. Maman, tu as toujours été un si bon frère. Moi, je le suis encore. Juste plus un paillasson. Silence. Puis la piqûre familière de l'argent entra dans le cadre. Papa envoya un texto, ta facture est déraisonnable. Nous avons fait des choses pour toi aussi. Quelles choses? Répondis-je. Des trajets, du soutien, la famille. Je renvoyai un tableau révisé, méticuleux et délibéré. Chaque ligne documentée avec capture d'écran, où maman avait tapé remboursera, les heures que j'avais arrondies à la baisse, les frais d'essence que je n'avais pas réclamés. J'ajoutai une seconde page, crédits appliqués équitablement, 2 gâteaux que j'avais annulés car c'était pour grand-mère, l'amour l'emportant sur le solde du registre. Le nouveau total, 3 930 $. Je pressai envoyer, poitrine stable, esprit clair. Au 29e jour, maman envoya, pouvons-nous avoir plus de temps? Oui, répondis-je. Net 60, répliqua TL, ajoutant un émoji cœur. Puis vint la pression subtile, apporte une salade pour l'anniversaire de tante Leia samedi. Cela compterait beaucoup. Non, tapai-je. Mais je viendrai 1 heure avec les enfants. C'est un dîner assis, répondit-elle. Pas d'enfants, alors c'est non, répliquai-je. Elle ne répondit pas. J'y suis allée quand même. Tante Leia portait toujours une chaleur comme une écharpe douce. Je suis arrivée avec des fleurs coincées sous le bras, Maya et Ellie traînant derrière, les doigts collant des snacks, leur rire résonnant dans le couloir. Nous sommes restés exactement 1 heure. Quand maman a tenté de me tirer vers la cuisine, une pile d'assiettes à la main, je suis restée ferme. Je ne travaille pas ce soir. Puis je suis retournée au sol, les coudes tachés de crayon, coloriant des dinosaures aux côtés d'Ellie, laissant le monde extérieur s'estomper. En rentrant en voiture, la petite voix de Maya demanda, « On est en colère ?» « Non,
ma puce, dis-je, la main posée sur la sienne. Nous faisons quelque chose de nouveau. Ça fait bizarre au début. Le jour 45 apporta un autre message. Le courriel de Val apparut dans ma boîte, la ligne d'objets clignotant avec cette attente familière. Il contenait un lien vers une société de traiteurs, un petit rappel subtil que les anciens schémas de demande, manipulation, règles cachées étaient toujours là. Mais cette fois, je me sentais prêt. Prêt à les examiner, les peser et répondre selon mes propres conditions. Prêt à protéger mes enfants, préserver mon énergie et honorer les limites que j'avais passé des mois à construire. Même lorsque la voiture ronronnait dans la rue, les phares traçant des trottoirs familiers, le monde ne semblait plus me contrôler. Chaque kilomètre jusqu'à la maison était une mesure de liberté, chaque rire à l'arrière un petit acte de rébellion contre de vieux scénarios que je refusais de rejouer. « Puisque tu es occupé », répondis-je rapidement, tapant les mots avec un calme délibéré, « excellent choix. Leurs tarifs sont justes. Réserve tôt. » Le clic sur le bouton d'envoi semblait minime, presque trivial, mais il marquait une nouvelle limite solidement posée. Le jour 60, le courrier tomba dans la fente. Parmi les publicités et factures habituelles se trouvait une enveloppe légèrement plus épaisse que prévu. Je la déchirai avec précaution. À l'intérieur, un chèque pas la totalité, mais $1500, accompagné d'un post-it griffonné de l'écriture familière de maman, bonne foi. Je plaçai le chèque à côté de la facture et pris une photo pour mes archives. Mes pouces hésitèrent au-dessus du clavier, puis tapèrent, reçu $1500. Solde restant, $2430. Net 30. Cela semblait absurde, documenter une dette familiale avec la précision d'une petite entreprise, mais sous l'absurdité, un souffle de vitalité pulsait. J'étais vivant, pleinement conscient, présent d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Puis quelque chose changea de manière inattendue. Maman envoya un message sans les émojis habituels, sans manipulation subtile. Les enfants me manquent. Peut-on les voir samedi? Pas de cuisine, juste une visite. 2 heures. Je respirais lentement, réfléchissant. Je proposai notre appartement, un espace neutre où les lignes étaient claires. Nous commanderons une pizza. Tu peux apporter un jeu de société. Samedi arriva, le soleil inondant les fenêtres. Les 15 premières minutes furent raides, mesurées, pleines de petits silences et de regards en biais. Puis Ellie, toujours le petit comédien, raconta une blague sur le brocoli. Ce n'était pas drôle, personne ne rit du concept, mais il la livra avec assurance, et papa éclata de rire malgré lui. Maya ajusta les pièces du jeu de société, maman corrigea les règles seulement 2 fois, ses mains douces au lieu d'exigeantes. Quand ils partirent, maman s'approcha et me serra brièvement dans ses bras raides, yeux méfiants. « Tu es têtu, dit-elle, un mélange d'exaspération et de reconnaissance à contre-cœur. Je souris légèrement, répondant, « J'ai appris de toi. » Et pendant un instant, nous partagions un moment de compréhension, un sourire sans aspérité. Le reste de l'argent arriva une semaine plus tard, sous forme de chèque de banque. Pas de notes, pas de commentaires, seulement l'arithmétique froide des chiffres sur le papier. Je le plaçai à côté de la facture originale, la PIN nette, contrôlée, symbole de responsabilité. En le manipulant, je ressentis un mélange curieux de satisfaction et de vide. La clôture avait un poids silencieux. Après ce jour, l'appartement sembla plus léger. Les jouets restaient par terre sans jugement, les marqueurs laissés décapsulés, les bols empilés patiemment dans l'évier. Les rires des enfants rebondissaient librement sur les murs, personne ne demandant de travail caché ou de sacrifice non dit. Chaque part de pizza partagée, chaque jeu de société joué, devint un petit acte de récupération du temps, une rébellion contre les vieilles obligations que j'avais autrefois acceptées sans question. Les soirées s'étiraient, plus longues, plus calmes, pas vides mais vastes. Je buvais du thé au lieu du café, écoutant le doux grattement du crayon d'Ellie sur le papier, le froissement des baskets de Maya lorsqu'elle dansait dans le salon. Dehors, la vie bourdonnait, pleine d'obligations et d'attentes, mais à l'intérieur de ces murs, pour une fois, c'était moi qui dictais le rythme. J'ai déposé le chèque et fermé l'application de notes, le total clignotant encore faiblement à l'écran. Aucun triomphe ne m'a traversé. À la place, un équilibre silencieux s'est installé dans ma poitrine,
stable et inédit dans sa simplicité. La vie semblait mesurée, ni précipitée ni forcée, les chiffres n'étaient plus une arme mais un registre de responsabilité. La prochaine invitation arriva quelques semaines plus tard. Le soleil printanier illuminait la ligne d'objets, nous aimerions organiser un petit événement. Vous êtes les bienvenus avec les enfants. Aucun travail requis. Si vous voulez apporter quelque chose, apportez-vous vous-même. Un doute piqua au bord de mon esprit, mais j'acceptai. J'emballai une douzaine de muffins variés de la boulangerie, un subtil acte de rébellion déguisé en sucre et caissette en papier. La mesquinerie, décidai-je, pouvait être délicieuse lorsqu'elle était soigneusement portionnée. Val traînait près de la fenêtre, un Bloody Mary à la main, rouge vif contre la lumière pâle de l'après-midi. « Tu as changé », observa-t-elle, ton partagé entre curiosité et accusation. « Pas vraiment, répondis-je. J'ai juste arrêté de payer pour la même leçon. » Ses yeux se plissèrent, les lèvres pincées. « Tu crois être meilleur que nous ? » « Je crois que je suis meilleur pour moi-même, dis-je fermement, et ces mots restèrent suspendus dans l'air. Elle ne les apprécia pas, mais elle ne me tendit pas non plus une planche à découper, une petite victoire voilée de civilité. Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés et leur respiration ralentie par le sommeil, je m'installai à ma table, celle où menus, factures et listes de courses occupaient habituellement la domination. Ce soir-là, elle devint un sanctuaire pour un autre type d'organisation. J'écrivis une liste de rythmes plutôt que de tâches, déposer les enfants à l'école sans courir, un jogging mesuré de 3 km, étirement au lever du soleil, hydratation, inventaire le mardi pas le dimanche à minuit, pancakes pour les matins de construction de fort, sieste protégée par des limites. Parce que je suis chef, la discipline se mêlait à la créativité. J'ajoutai l'enseignement à Maya pour perfectionner le béchamel, guidant Ellie pour incorporer les pépites de chocolat en dernier afin d'optimiser la fonte. Le téléphone vibrait parfois, petit tremblement dans un flux autrement stable d'heures. Je disais toujours non, calmement, sans colère. Les appels se transformèrent progressivement, adoucis en questions normales. À quelle heure est le récital ? Où veux-tu les enfants samedi ? Ce n'était pas magique. C'était délibéré, précis, une recette que je suivais obstinément, mesurant et goûtant, ajustant au fur et à mesure. Certaines nuits, je repense au petit four de ma sœur, à sa chaleur étouffante qui dictait autrefois mes mouvements, à la voix de maman qui s'affinait vivement quand j'osais refuser. Je ne ressens aucune excitation en m'en souvenant. Au contraire, un calme étrange m'enveloppe, un sentiment de permanence et de protection que je ne m'étais jamais permis auparavant. Les cuisines sont souvent décrites comme des lieux de feu, de tempérament et de chaos, mais pour moi, elle est devenue un lieu d'équilibre, de contrôle, de nutrition non seulement pour le corps, mais pour les limites, le respect de soi, et pour une famille que je peux enfin protéger selon mes propres conditions. Les muffins que j'avais apportés cet après-midi-là ? Ils étaient posés sur le comptoir comme de petites médailles de survie, et même Val, avec ses yeux critiques, dut reconnaître, parfois, les petits gestes parlent plus fort que les cris ou les tableaux Excel. Et tandis que je balayais les miettes de la table, je réalisais que la chaleur que j'utilisais maintenant n'était pas destructrice, elle était nourrissante. Elle dépend aussi du timing. Savoir quand remuer, quand laisser reposer, quand ouvrir le four et faire confiance au fait que la chaleur a fait son travail. Cela, je le compris, était à moi. La vie n'explose pas comme un volcan, elle ne se renverse pas du jour au lendemain. Elle se met simplement en place, un mécanisme longtemps ignoré qui fonctionne maintenant avec précision et calme. Je m'appelle Léo. 33 années m'ont apporté des cicatrices, des rires et le rythme constant d'une cuisine. Je suis chef. Je suis père. J'apprends chaque jour à valoriser chaque fragment de mon attention, à attribuer une valeur aux heures jadis considérées comme acquises. J'ai appris à dire non sans trembler, à laisser le silence s'installer quand la vérité tombe comme un couteau sur un métal émoussé, net et clair. 1186$ n'est plus une blessure. C'est une limite gravée fermement dans le registre de ma vie, une ligne que je refuse de franchir par commodité, culpabilité ou attente. Val continue de cultiver son illusion de perfection sur des écrans qui ne dorment jamais. Maman émet toujours des rappels sur la politesse, sa voix portant le poids de l'habitude. Papa continue de griller, littéralement et figurativement,
essayant d'imprimer son contrôle sur des moments que je ne lui cède plus. Mais maintenant, au milieu du chaos, il demande autrement, qu'est-ce qui te convient? Et parfois, ma réponse est simple, sans excuse, rien. Mes enfants ont appris avec moi. Non, n'efface pas l'amour. Non, ne diminue pas l'attention. Non, ne fracture pas la connexion, il la protège. Ellie observa un jour, avec la clarté d'un philosophe de 6 ans, les limites sont comme des gants de four. Et à ce moment-là, je compris qu'il avait compris, elles protègent, elles sécurisent, elles permettent de supporter la chaleur sans dommage. Alors voilà la recette, si tu veux. Écris la facture avec précision, chaque tâche et chaque promesse comptabilisée. Mets le minuteur pour toi-même, pas pour les autres, et respecte-le. Sers seulement ce qui t'appartient. Protège les ingrédients qui nourrissent ton esprit. Si quelqu'un déclare qu'il n'y a pas de place à sa table pour toi ou tes enfants, crée la tienne. Trace ta propre surface, pose les assiettes, allume des bougies, invite le rire et la chaleur. Remplis-la de l'amour que tu peux donner librement, sans compromis, sans culpabilité. Dans le calme qui suit, quand la cuisine bourdonne, que la pâte lève et que les enfants bavardent de petites victoires, je comprends, la maîtrise ne consiste pas à contrôler. Elle consiste à être présent. À savoir quels moments méritent de se battre, lesquels laisser passer, lesquels assaisonner de patience et de respect de soi. Et parfois, les plats les plus simples se mesurer en respect, en attention, en oui inébranlable ou non ferme deviennent ceux qui nous nourrissent le plus pleinement.